Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir ce podcast Charlotte Marambert. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors Charlotte, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter votre parcours et comment vous êtes arrivée à la teinture végétale ? Oui, alors je suis donc Charlotte Marambert et j'ai un parcours d'études aux Beaux-Arts, puis d'études de design textile à la Cambre à Bruxelles, ce qui fait qu'aujourd'hui je vis toujours à Bruxelles depuis presque une vingtaine d'années. Mais je suis arrivée à la teinture végétale bien avant tout ça. J'ai commencé quand j'avais une quinzaine d'années, quand j'étais adolescente en fait, où je sais plus pour quelle occasion, ma mère m'offre un livre pour fabriquer du papier végétal. Et je viens de la campagne, je viens d'Auvergne en France, et j'ai à peu près cuit tout le jardin. Le principe de teindre, non pas de teindre justement, mais bien de fabriquer du papier végétal. En gros, le principe c'est de cuire la cellulose des plantes avec des cristaux de soude, de javéliser parce qu'il s'agit d'écrire sur ce fameux papier. Et on est là avant les années, un peu avant les années 2000 à peu près. C'est loin d'avoir des considérations écologiques, voilà. Et j'ai à peu près cuit tout le jardin, j'ai pressé, j'ai fait du papier, etc. Et je me rends compte quand même qu'à l'occasion de la cuisson, il y a du jus coloré. Et ma mère me dit, mais tu sais, avant, de façon assez large, on teignait les textiles avec des plantes. Ah. Sauf qu'on est à une époque qui est aujourd'hui bien révolue, c'est-à-dire une époque sans Internet, et où l'accès à l'information est beaucoup plus laborieux, je dirais. On va dans une librairie commander un livre sur les couleurs végétales. Et là, il y en a deux. Il y a le guide des teintures naturelles, qui est le premier livre, je pense, que Dominique Cardon a édité avec les illustrations de Gaëtan Duchâtenay aux éditions de La Chaux-Nestlé, un éditeur suisse qui est malheureusement plus édité, qu'on nous trouve encore aujourd'hui en occasion, mais qui a été ma première Bible, et suit le livre de Michel Garcia, le premier livre chez Edisud. Et c'est comme ça que je me rends compte que je suis entourée de plantes tinctoriales. S'il n'y a pas de plantes tinctoriales, eh bien, il suffit de les faire pousser. Après avoir cuit tout le jardin, je continue de recuire tout le jardin, mais pour faire des couleurs. Pour le plaisir, sans forcément y voir d'application. Je viens d'une famille où on apprend à tricoter dès son plus jeune âge parce que ça fait partie de la tradition familiale. Donc il y a une espèce de, mais c'est pas une revendication écologique, c'est pas une revendication, voilà, c'est naturel et c'est normal de savoir tricoter, de manipuler des fibres, de manipuler, d'avoir des connaissances botaniques, ce type de choses. J'ai vraiment été nourrie par tous ces biais-là, et je teins, voilà. Et c'est comme ça que ça commence. Mais sans application. C'est-à-dire qu'on continuait de tricoter avec des fils qui n'étaient pas forcément extraordinaires du magasin de fils à tricoter à côté. Et puis en même temps, je teignais du fil de laine que j'ai acheté chez un éleveur de la région voisine. Voilà. Et puis ça a continué comme ça, où j'ai fait des études de Beaux-Arts, où je teignais pour mes projets, s'il y avait besoin, et puis j'entre en design textile à la Cambre. Les cours en couleurs végétales sont relativement succincts et très rapides, et c'est pas là vraiment que j'apprends. En fait, je me forme de mon côté, d'abord chez une personne qui avait été elle-même formée par Michel Garcia, et puis après je me forme régulièrement auprès de Michel Garcia.
vous arrivez ensuite, après vos études, à la création de mirobolant. Tout à fait. Que veut dire mirobolant? Parce que c'est important, le mot. Alors le mirobolant ou miroballant, on trouve c'est une ressource colorante riche en tanins qu'on utilise beaucoup dans la pratique de la teinture végétale, et c'était un petit clin d'œil à l'expression ce n'est pas mirobolant, dans le sens où le mirobolant était une ressource riche, et quand c'est pas mirobolant, c'est pas génial, mais quand c'est mirobolant, c'est génial. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil, et c'est vrai que on a souvent c'est pas évident de trouver un nom de marque, et on est souvent autour de la Garance, de l'Indigo, voilà, c'est des noms qui reviennent très souvent. Et je sais pas, comment ça m'était venu, je me souviens pas exactement. Mais voilà. Et en effet, je crée Mirobolant dans les années 2010 à peu près, un peu avant, je pense, parce que je travaillais en tant qu'étudiant dans une boutique de fil à tricoter, et que je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus de clientes qui étaient désireux d'avoir des matières qui étaient naturelles. Et puis, on commençait à parler teinture végétale. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, finalement, j'ai toutes les clés en main. J'ai certaines petites expériences en teinture. J'ai une connaissance du milieu des filatures, du milieu du fil à tricoter. Je suis designer textile, voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé une marque de fil à tricoter uniquement teint en couleur végétale. C'était encore une époque où ça commençait d'émerger, le renouveau, je dirais, de la couleur végétale, mais c'était encore assez discret. Quand je faisais des salons, on était 2-3 en fait à proposer ce type de produit. Aujourd'hui, c'est énorme sur les salons, la proposition de fil à tricoter en teinture végétale. Ça a complètement explosé. D'accord. Mais c'était pas du tout le cas à l'époque. Voilà. Et l'activité, donc, c'est ça, ou il y a encore d'autres activités derrière? J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une partie teinture avec, j'ai lu, capacité maximale de 200 litres de teinture, appelez-nous. Enfin, en gros, vous pouvez également teindre d'autres fibres dans vos ateliers pour des entreprises, des gens qui veulent se lancer. Oui, c'est ça. En fait, j'ai vraiment commencé uniquement avec le fil à tricoter, parce quand il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande, en fait. Et à ce moment-là, loin de moi l'idée qu'un jour je puisse vivre de ça, en faire. C'était vraiment, je caressais le doux rêve en me disant, voilà, si un jour je pouvais teindre toute la journée. Et en fait, je me suis un peu fait connaître forcément avec les fils. Puis j'ai eu des transformateurs de laine, des éleveurs qui m'ont appelé et puis qui disaient, j'aime bien votre travail, mais est-ce que vous voudriez bien teindre sur ma laine, sur mon fil, sur mes tissus, parce que de fil en aiguille, en fait, je me suis mise à teindre davantage pour les autres que pour la marque de fil à tricoter. Et puis avoir une marque de fil à tricoter, ça implique d'être un comptable, mille professions que je n'étais pas, un comptable, un bon communicant, quelqu'un qui fait salon, qui sait vendre ce qui n'était pas trop mon truc. C'est pas de mes meilleures compétences. Et voilà. Et en fait, je m'amusais beaucoup plus c'était pour moi beaucoup plus stimulant. Enfin, c'est pour moi beaucoup plus stimulant teindre à façon. Donc c'est comme ça qu'on dit. Parce qu'à chaque fois, j'ai une nouvelle matière, parce que j'ai des demandes qui sont extrêmement différentes, extrêmement variées, selon pour qui je travaille. Les clients c'est très large en fait, les applications, et c'est tellement plus enrichissant. On va dire l'écosystème que vous avez, donc vos clients viennent vous démarcher, donc vous faites de la teinture à façon, vos fournisseurs, vos partenaires, votre réseau, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué en Belgique de trouver des acteurs, ou est-ce que vous achetez en fait vos colorants? Comment vous réalisez vos matières premières? Alors on va commencer par les matières premières. Les fibres, en général, elles viennent du client, parce qu'il y a un cahier des charges, parce qu'il y a une envie de travailler sur telle ou telle matière, voilà. Après, c'est souvent en concertation, parce que une matière doit être
noble en fait pour qu'elle puisse recevoir la couleur végétale. Ça c'est indispensable à ce que ce soit des matières très, très qualitatives en fait, naturelles évidemment, mais qualitatives pour que la couleur végétale puisse prendre lieu, si vous voulez. Donc voilà. Et puis pour les colorants, c'est varié. C'est-à-dire que j'essaye de soutenir au maximum des initiatives de type AMAP, comme il y en a deux en France, la MAP tinctoriale des Cévennes et la MAP Tinctilis Cecilia Aguirre, Microferme des Lilas, qui ont développé voilà toute une production de plantes tinctoriales et c'est précieux. Je trouve ça extrêmement important de soutenir ces initiatives et que si nous les teinturiers n'achetons pas chez eux pas voilà ça c'est pas viable. Mais c'est pas forcément non plus simple d'avoir uniquement ce système-là comme fournisseur. Vous avez, c'est très varié en fonction des ressources en fait. Prenons un exemple, la Garance. J'ai des clients qui veulent absolument que leur teinture soit 100% française, alors je vais me fournir dans une Garance française. Pour d'autres, ce n'est pas un sujet, et donc je vais travailler avec la Garance qui vient d'Iran et qui est moins onéreuse et qui est très qualitative. C'est très très varié. La cochenille, par exemple, si on veut être le plus local possible, on est aux Canaries, on peut pas faire mieux. C'est extrêmement varié et il faut avoir des stocks aussi parce que on travaille avec du vivant. Ça faut jamais l'oublier et qu'à un moment donné, surtout quand on travaille avec des systèmes type AMAP, eh bien s'il y a plus de stock, il y a plus de stock et il faut attendre l'année prochaine. Donc c'est difficile pour certains clients de l'entendre. Il y a beaucoup de pédagogie à faire quand on dit ça j'en ai plus. Il faut attendre l'année prochaine. Ça peut être un peu délicat. Voilà. Et il y a évidemment Greening, Patrick Renac qui produit des extraits. Voilà, il y a Michel qui aussi fournit toute une série de ressources. Voilà, c'est très varié et il faut pas mettre ses œufs tous dans le même panier évidemment. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de réalisations que vous avez fait avec des clients qui sortent un peu, enfin qui vous ont plu, des projets qui vous ont intéressé, que vous pourriez citer pour nous illustrer votre quotidien? Oui. Alors en fait, je dirais que je travaille par rapport à selon différents axes en fait. Ça dépend vraiment de la clientèle. Il y a des demandes qui sont subjectives, je dirais. Je travaille notamment avec une artiste tisserande qui s'appelle Nadine Marshall, dont le médium est le textile, le tissage, mais qui a toujours des demandes incongrues, je dirais. En ce moment, par exemple, je travaille pour elle avec sur un projet lié à un torréfacteur de chocolat, un transformateur de chocolat, et on travaille sur des résultats avec des cosses et des fèves de cacao. Je travaille pour elle sur parfois on atteint de la paille, du mouton retourné, de la peau. Voilà, il y a toujours des demandes incongrues et toujours très plaisantes parce qu'il y a de la recherche. On n'est pas dans les sentiers battus. Et ça c'est vraiment très très chouette d'être poussé un peu dans ces retranchements et dans ces petites habitudes d'atelier. On évolue toujours, hein. Il y a les protocoles évoluent. On n'a pas inventé l'eau chaude, ça c'est une évidence, parce qu'on a quand même des millénaires de pratiques de la teinture végétale derrière nous. Mais on ajuste en fonction de son expérience, ses résultats. On est toujours en train de peaufiner, d'améliorer probablement. Je sais pas, en tout cas dans sa propre pratique. Et ça c'est toujours très très plaisant en fait, du coup d'être poussé vers des nouvelles ressources, sur des nouvelles matières pour pouvoir aller explorer d'autres horizons. C'est vraiment hyper intéressant. Sur le coup, on m'aurait dit faut teindre avec des fèves de cacao. Je dirais oui, allez, encore une espèce de nouveauté qui
qu'on croit avoir inventé quelque chose. Mais là, on est dans une autre dynamique et donc c'est vraiment très 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 plaisant. Voilà. Après, je teins si selon, je dirais, des objectifs extrêmement précis de couleur. Et là, on est dans des logiques qui sont complètement différentes, notamment pour la tapisserie contemporaine d'Aubusson, notamment avec une lissière qui s'appelle Céline Ferron de l'atelier CC Brin de Laine. On travaille d'après des œuvres, dernièrement, on a travaillé d'après une sérigraphie de Blex Bolex, qui est un artiste illustrateur contemporain. Et voilà, il s'agit là, dans des moments comme ça, d'être parfaitement raccord avec l'original, on va dire. Et donc, on n'est pas dans des considérations de type de colorant ou voilà, il y a une matière donnée, évidemment, mais voilà, on est dans une recherche extrêmement précise d'une couleur, sachant qu'il est toujours un peu compliqué d'avoir une référence, par exemple papier, il y a forcément une interprétation entre une référence couleur papier et une référence couleur matière, parce que la brillance va pas être la même, la réflectance va pas être la même, la perception n'est pas la même selon les ombres, etc. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de travailler qui est très rigoureuse. Ça appelle aussi à être possiblement reproduit, parce une tapisserie peut être vendue possiblement plusieurs fois selon le contrat de départ. Et donc, parfois, quelques années après, on peut me demander de refaire exactement la même couleur. Sauf qu'entre-temps, les ressources colorantes, elles n'ont pas forcément été cueillies à la même période, à la même époque. Elles n'ont pas eu la même pluviométrie, donc il va pas y avoir forcément le même potentiel colorant au sein de la plante, ce qui fait qu'il faut réajuster en permanence. Alors, il y a cette partie, donc, avec vos clients, plutôt, on va dire, phase de teinture plutôt classique. Il y a la sortie des sentiers battus avec des demandes qui vous plaisent aussi parce que c'est nouveau. Il y a la rigueur, on va dire, de reproduction de couleurs. Et j'ai eu, du coup, votre contact par Dominique Cardon qui m'a parlé de votre lien avec le CNRS et j'aimerais bien qu'on arrive sur ce sujet, que vous nous racontiez un petit peu votre lien, ce que vous y faites et la partie recherche. Oui. Du coup. Alors, ça, c'est un troisième volet, du coup, le CNRS, parce que là, actuellement, je travaille sur un deuxième projet avec eux. C'est le labo d'archéosciences, archéométrie, de Bordeaux, où il y a Hortense de la Codre, qui est une doctorante, qui soutient justement sa thèse la semaine prochaine, et dont le projet était sur les colorants utilisés fin 17e, début 18e, notamment sur une tapisserie conservée au musée à la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, qui s'appelle Verdure fine au comte de Brûle. C'est tout un programme. C'est une tapisserie qui est absolument vraiment très bien conservée, qui est fin 17e, qui est plutôt monumentale. Il y a un documentaire CNRS qui a été tourné là-dessus. Je pourrais vous envoyer le lien si vous le souhaitez. Il s'agissait en fait de reproduire les protocoles, pas reproduire les couleurs, puisqu'on sait très bien que ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir la même matière, on n'a pas les mêmes ressources colorantes, forcément, en tout cas pas de la même qualité, évidemment. Mais on est dans une reproduction de protocole, c'est-à-dire que le labo au CNRS a mis en place un outil d'analyse qui est sans contact. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que auparavant, on avait tendance à prélever des fibres à l'arrière, en général, des œuvres pour pouvoir les analyser. Et là, c'est un outil qui a été mis au point, je crois, par la NASA, qui est transportable, etc., et qui en fait va à une certaine distance, donc il n'y a pas de contact, venir comme scanner, si vous voulez, et analyser pixel par pixel presque chaque partie de chaque zone de la tapisserie. Et donc ça va envoyer un spectre, une information sur la couleur et donc sur la teinture qui a été utilisée, sur la ressource colorante et les mordants, etc., qui ont été utilisés.
Mais comme c'est sans contact, évidemment, il y avait besoin d'un référentiel, d'un outil qui permettait de comparer, un outil comparatif en fait. Et c'est comme ça qu'on m'a contacté pour que je produise ce nuancier référentiel qui est je crois qu'il y a presque 600 références, donc 600 protocoles qui ont été réalisés selon des recettes du fin 17e, début 18e. Et donc ça c'était vraiment particulièrement fou parce que il y a évidemment des recettes qui sont complètement je dirais aujourd'hui hors du temps. On utilise de l'étain, on utilise vraiment des choses, on y va quoi. On ose à cette époque. Donc j'ai évidemment été confrontée à des choses qui ne sont pas dans ma pratique actuelle. Et ça c'est quand même si on sait que c'est très délicat, c'est quand même extraordinaire d'être amené à atteindre avec les gestes, en essayant de reproduire du mieux que l'on peut les gestes et ces recettes d'un autre temps. En fait, c'est assez exceptionnel en fait comme proposition. C'était extraordinaire. Ce référentiel, il pourrait servir pour les industriels dans le sens où des gens que j'ai autour du micro, ils me disent, nous, ce qui nous manque sur la couleur végétale, ce serait un genre de Pantone, un référentiel de couleur. Est-ce que ce que vous proposez avec type de procédé, sur fibre, matière colorante, etc., est-ce que c'est un début de piste ou en fait, ce serait pas du tout ça dont ils auraient besoin? Impossible. Impossible pour plusieurs raisons. Le Pantone couleur végétale, on peut en faire des milliers de milliers. Dans le sens où moi j'ai beaucoup de clients qui me disent mais enfin vous auriez pas un petit nuancier comme ça où on pourrait choisir eh bien non, parce que chaque fibre va recevoir la couleur d'une façon différente. En fait, ça fait des années que je suis en train de développer, un jour il sortira, hein, mais c'est plutôt un outil pédagogique. Alors sur la laine, parce que c'est quand même ma fibre de prédilection, sur une sorte de nuancier justement, mais qui a pas comme finalité d'être un référentiel, mais plutôt un outil pédagogique, on va dire. Je travaille sur 8 laines différentes. Donc des laines de pays, des laines type mérinos australien, de la laine peignée, de la laine cardée, de l'alpaga, voilà. Donc des laines qui sont certaines très différentes, d'autres beaucoup moins, avec le même protocole, sans compétition, donc avec des casseroles qui sont séparées, etc. Un échantillonnage vraiment qui est hyper rigoureux et précis, et avec voilà le même protocole, la même ressource, les mêmes quantités, les mêmes recettes. Eh bien, vous avez 8 résultats différents. Et j'ai même là fait dernièrement avec 3 types de cochenilles. Une cochenille qui vient du Pérou, une cochenille qui vient du Mexique et la cochenille qui vient des Canaries. Et j'ai 3 fois 8 résultats différents. Et en fait, le référentiel, c'est un vœu pieux. C'est n'importe quoi. En fait, c'est impossible de produire un référentiel, ou alors c'est quelque chose qui est possible si pour une industrielle, par exemple, il travaille toujours sur la même matière. C'est-à-dire si c'est une filature de lin, j'en sais rien, mais où on se dit bah voilà, on fait un référentiel sur le lin non blanchi qui a qui est au mouillé machin, qui a telle et telle caractéristique, et on se fixe sur une fibre. Mais même selon les approvisionnements de plantes, alors avec les extraits, on a l'avantage d'avoir un nivellement possible, parce que forcément, c'est au niveau de la qualité, c'est beaucoup plus calibré, je dirais. Mais avec les plantes directes, selon les années, un réséda de 2021 et un réséda de 2022 va pas donner la même couleur à protocole égal. Donc on ne peut pas cadrer le vivant, que ce soit la fibre, sa qualité, ou la ressource colorante qui, en fonction de l'hygrométrie, du soleil reçu, de la période cueillette ou etc., en fait, c'est un vœu pieux, si j'entends bien. Complètement. Si vous gardez la même race de moutons, le même troupeau, eh bien, d'une année sur l'autre, la qualité de la laine sera pas la même. Et donc, la laine ne va pas recevoir la couleur de la même manière. Et donc, ça ne modifie pas le fait
que en couleur végétale on puisse reproduire. Ça aussi, c'est les grandes questions de en couleur végétale on peut pas faire 2 fois la même couleur. Si, bien sûr que oui, mais ça demande du travail, ça demande un rééchantillonnage, un réajustement de protocole, etc., etc. Si, bien sûr que c'est possible, mais évidemment on n'est pas dans du polyester extrudé dans la masse. Voilà, c'est aussi simple que ça. On est dans du vivant et donc travailler avec du vivant, c'est accepter que les choses soient vivantes. C'est le travail que vous réalisez avec le CNRS, c'est vraiment cette histoire de nuancier, mais de pratiques qui datent des siècles passés. C'est on pas est sur des reproductions de protocoles début 18e. Voilà. Mais là, ce projet-là, il est terminé sur la verdure au Comte de Brûle. Et là, depuis 1 an, je travaille avec une autre doctorante du même labo qui, elle, travaille sur la fameuse dame à la licorne. Dont m'a parlé Dominique. Et le monde est petit. Hein. Où là, la question, elle est un peu différente. Il s'agit de travailler et d'analyser les différentes restaurations qui ont eu lieu sur la dame à la licorne, qui ont été plus ou moins heureuses. Et il y a beaucoup de mythes autour de ces restaurations, couleur végétale, couleur synthétique, etc., etc. Il reste encore 2 ans de travail, hein. C'est une thèse qui est sur 3 ans, donc on achève la première année. Au niveau teinture, il y a pas mal de choses qui ont été faites déjà, mais voilà, il ne faut pas spoiler des choses avant qu'elles soient sûres et certaines. Il va y avoir un certain retentissement parce qu'il y a beaucoup de mythes sur cette histoire. D'accord. Mais que la science va éclairer d'une façon scientifique, rigoureuse, avec des preuves. Vous nous faites un teaser de dingue, Charlotte. Faudra qu'on ait la suite de l'histoire parce que là, du coup... Alors donc, Charlotte, on a vu les travaux au CNRS. Il me semble que vous aviez aussi des projets avec le Louvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, ça fait maintenant 2 ans, je pense, que j'ai été sollicitée par une personne qui s'appelle Montaigne Bongrand, qui donc s'occupe d'un groupement qui est restauratrice, conservatrice, et il y a une mission au Louvre, au Centre national de conservation du musée du Louvre, pour le département des arts islamiques, travail de conservation de tapis. Alors, c'est des tapis qui datent, on est entre le 18e et le 20e siècle, c'est pas forcément très très ancien, et qui ont besoin d'être stabilisés, d'être exposables, on va dire. C'est-à-dire que c'est des tapis qui présentent des lacunes, des fragilités et qui vont être consolidés pour être exposables. Et donc c'est Montaigne Bongrand qui a fait appel à moi. C'est pas le musée du Louvre en fait. C'est vraiment une volonté de cette personne que de mener ce projet à bien avec des couleurs végétales. Donc en fait, on n'intervient plus aujourd'hui sur les œuvres en tant que telles. On intervient de façon la prudente, je dirais, et la plus réversible possible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intervention directement, mais on va venir consolider notamment avec un tissu de support. Donc c'est le fameux tissu que moi dont je m'occupe, c'est-à-dire de teindre ce tissu qui est un tissu de laine, puisque les tapis sont en laine à 100% dans 100% des cas, parfois un peu de soie aussi évidemment. Et en fait, on va venir apposer le tapis sur ce tissu support de laine sur lequel il va être cousu. Et donc, ce tissu doit être le plus raccord possible, mais vraiment, avec le fond en général du tapis. Après, il arrive qu'on fasse des patchs, si vous voulez, parce qu'il y a des lacunes dans une zone plutôt orangée, rouge, une lacune dans une zone plutôt bleue, alors que le fond du tapis est brun ou beige, ou voilà. Quand vous dites lacune, c'est par exemple, il manque de la fibre, il y a un trou. D'accord, c'est un trou. Ok. Alors parfois, c'est un trou. Non, alors parfois il y a des vrais trous et des bons gros trous, et donc on voit très très bien mon travail. Mais le but c'est qu'il soit le plus discret possible, voire qu'il soit quasiment invisible, pour améliorer et pour donner une lecture aux spectateurs la plus claire et la plus limpide possible. Mais parfois il manque de la trame et on voit que la chaîne.
qui souvent est de couleurs très très claires. Et donc, voilà, quel choix on fait? Donc il y a toujours tout un consensus qui doit être réalisé entre les restauratrices, la conservatrice en chef du département. Et puis on regarde, on fait plein d'essais évidemment, et on regarde à la lumière du jour, à la lumière de l'atelier sur place. Avec l'angle qui est prévu pour l'exposition, à une lumière qui correspond à celle des salles d'exposition pour ce type d'œuvre. Voilà, donc souvent on regarde de dessus, de côté, au milieu. Enfin, c'est toute une affaire avant de faire le bon choix. Mais l'idée est d'être le plus discret possible pour avoir une lecture de l'œuvre la plus juste possible. Mais c'est passionnant parce qu'en fait, on touche à des tapis, qui ont traversé les temps. Il y a quelque chose quand même d'assez exceptionnel d'aller travailler dans une maison comme ça. Alors le centre de conservation, il est pas à Paris, hein, il est à Liévin, à côté c'est à côté de chez moi. À côté du Louvre-Lens. Voilà. Bah ouais, du Louvre-Lens, ok. Juste à côté, qui est un bâtiment tout très récent, qui a 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et on se rend compte de la richesse exceptionnelle qui est dans les réserves du Louvre. En fait, je sais pas quel est le pourcentage de ce qui est visible et invisible, mais c'est déjà le musée du Louvre est un musée qui est énorme, mais alors les réserves, c'est fou. Alors on travaille pas dans les réserves, on travaille dans un atelier à côté, mais c'est exceptionnel. Et justement, Charlotte, est-ce que vous devez, je suppose qu'on prépare une œuvre à l'exposition. Qu'est-ce que vous devez faire pour préparer? Est-ce que vous pouvez nous dire là en quelques mots comment on prépare une œuvre à être exposée au public ou à être conservée dans les arrière-salles là comme vous me décrivez? C'est quoi en fait ce à quoi il faut faire le plus attention pour pas abîmer l'œuvre? Alors ça, c'est le travail des conservatrices, c'est pas le mien. Donc ce que je vais vous rapporter, c'est ce que j'observe de leur travail qui est très minutieux et très impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut en premier lieu supprimer toute restauration malheureuse qu'il y a pu y avoir ultérieurement. Donc elles vont en général, déjà dégager toute une série de fils, de pièces rapportées pour combler les lacunes, justement, voilà. Et c'est surtout, en fait, permettre une stabilité dimensionnelle à l'œuvre. C'est-à-dire que va y avoir, en fait, le tapis va être apposé sur ce tissu de support en laine, qui est une toile de laine relativement fine, dont je m'occupe, que je teins. Et puis, il va y avoir une doublure encore en dessous. Et avec une fenêtre, la doublure a une fenêtre justement pour qu'on voit la qualité du tissu support. Et tout le tapis va être cousu. Pardonnerez restauratrices et restaurateurs qui m'écoutent, mais je crois que ce point s'appelle le point de restauration. Il y a un point qui est invisible en fait, en général qui est cousu avec un fil de soie qui est teint ou pas. Ça dépend si on trouve notre bonheur dans ce qui existe déjà. Voilà, c'est vraiment de garantir la stabilité dimensionnelle de l'œuvre, qu'elle se détériore pas davantage, que les lacunes soient stabilisées, c'est-à-dire que un trou ne s'agrandisse pas, hein, grossièrement c'est ça, et que le textile, là en l'occurrence les tapis, soit manipulable sans les abîmer davantage. Voilà. Et si vous avez une lacune donc un trou assez grand et qu'il y a plusieurs nuances à cet endroit-là, vous devez teindre votre tissu de manière dégradée la plus optimale pour que ça passe inaperçu. Alors c'est pas arrivé encore. Mais oui, ça pourrait être une possibilité. En fait, on essaye de donner un résultat visuel le plus heureux mais le plus discret surtout possible. Donc, s'il est nécessaire qu'il y ait un raccord couleur, alors si on est entre un bleu et un brun ou 2 couleurs qui sont très différentes, je pense qu'on va plutôt teindre 2 tissus et faire une couture. Mais pour le moment, c'est pas arrivé. Mais on se retrouve parfois avec des créations qui sont un peu ubuesques, dans le sens où il y a beaucoup de tapis où les fonds étaient tissés avec une laine brune, mais naturelle en fait. Des moutons naturellement bruns. Et donc, je me retrouve à devoir faire des bruns extrêmement foncés et chargés qui font
Alors avec une couleur de tissu qui est couleur naturelle, alors naturelle et crue, je me retrouve à devoir monter des brins, et monter les brins, c'est loin d'être si simple en couleur naturelle. Voilà, ça se compose, ça se travaille, et puis il y a rien de plus nuancé, je dirais presque. Les bruns et les beiges, ils sont soit tantôt un peu trop jaunâtres, un peu trop rougeâtres, un peu bleuâtres. Ils sont jamais comme il faut. On est toujours en train de réétablir, voilà. Et voilà, c'est assez paradoxal finalement de se retrouver à teindre en couleur végétale une qualité qui est à l'origine d'une laine naturelle. Ça fait partie du jeu. Et les œuvres doivent être protégées aussi, je suppose, des lumières qui pourraient être orientées quand elles sont exposées. Est-ce que les lumières, les UV artificielles entre guillemets, enfin les lumières artificielles peuvent altérer ou non les tapis? Oui, bien sûr, mais dans les conditions d'exposition, il y a des normes. Alors je ne saurais pas vous les dire, mais il y a tout ça c'est cadré. Il y a un maximum de luxe en fait par année ou voilà. Une œuvre ne doit pas supporter un certain quota de luxe dans un certain temps donné. Donc il y a plein de c'est très encadré. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur plutôt votre point de vue pour un retour à la teinture végétale à grande échelle. Pour vous, quels sont les freins actuels à ce retour à la grande échelle? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a la question de la grande échelle tout court. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une consommation. Alors, j'ai parlé d'abord plus largement. Vous l'avez déjà très bien exposé dans vos zooms précédents. Il y a une consommation et donc forcément une création, une production, voilà, excessive. Ultra excessive dans le domaine du textile. Je lisais ça, je pense, le mois dernier, et j'ai pas retrouvé le papier, mais où si aujourd'hui la production textile s'arrêtait, on aurait pour je sais pas, 80 ou 120 ans un truc exceptionnel en fait où tout le monde pourrait. Ah, j'ai pas lu ça. La planète entière pourrait être habillée sans problème pendant plus d'une centaine d'années, sans avoir de manque, il manquerait de culottes à personne, mais pourrait arrêter la production textile aujourd'hui, que voilà, il y aurait aucun problème. Donc il y a cette question-là dans la grande échelle qui est démesurée, qui est, me semble-t-il, complètement à contre-courant des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui d'un point de vue environnemental, notamment. Teindre à grande échelle, c'est en végétal. Pour moi, ça a aucun sens à très grande échelle, ou en tout cas de nourrir, de satisfaire l'appétit textile que la société a aujourd'hui en teinture végétale n'a aucun sens. Il vaudrait mieux cultiver davantage de céréales ou je ne sais quoi pour nourrir la planète que de cultiver des plantes tinctoriales pour teindre les textiles de la société. Ça, je pense. Dans ces quantités actuelles. Dans les quantités dans lesquelles. Parce que c'est ça. Ouais, on est d'accord. Bien d'accord. Ça, c'est certain. Après, je trouve qu'on a aujourd'hui l'avantage de repratiquer. Alors, je parle à l'échelle européenne. Attention, parce qu'il y a plein de sociétés et plein d'endroits sur notre planète qui n'ont pas rompu comme nous. On a rompu avec les colorants synthétiques. Pratique traditionnelle de teinture végétale. Alors après, évidemment que les colorants synthétiques ont envahi la terre entière, mais il y a des endroits où la rupture est bien moindre que celle qu'on a vécue dans notre société occidentale. Donc c'est important que ces alternatives arrivent. Et c'est important de pouvoir satisfaire une certaine demande d'une production qui est autre, qui est plus propre, qui est, on pourrait dire parfois plus écologique, même si ce mot est à prendre avec de grandes pincettes, je trouve, dans le milieu textile, parce qu'il y a tellement de paramètres que d'être écologique me fait souvent un peu doucement rire. Je trouve que la grande échelle a de l'intérêt parce qu'on fait aussi de l'économie en agrandissant les échelles. Donc ça, c'est vraiment production, bien sûr, et qu'il faut être habile pour mettre ça en place.
et que c'est vraiment une question qui est tout à fait pertinente. Et je dirais en fait je parlerai plutôt peut-être de moyenne échelle que de grande échelle. Et moi, c'est quelque chose que je travaille depuis des années sur l'agrandissement de ma capacité de production, parce qu'aujourd'hui j'ai une capacité de production qui est quand même relativement limitée. Et voilà, Vous aviez mis 200 litres sur votre site, ouais, je pense. C'est ça que oui. vous avez mis. Et en termes, c'est justement 200 litres pour mes deux mains. Quand on travaille à la main, je travaille pas en barque. Les barques, c'est c'est donc ces récipients de teinturerie industrielle ou petits ou grandes hein, qui sont utilisés et qui sont souvent en partie mécanisés, notamment pour soulever les écheveaux, soulever les textiles, etc. Mais voilà, moi j'ai pas cet équipement-là, pas actuellement en tout cas. Il y a des projets, mais voilà, pas pour le moment. Et voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. J'ai eu l'occasion de travailler pour des entreprises qui avaient besoin d'un travail en couleur végétale à un peu plus grande échelle, et donc c'est possible. Hein. Il y a plein d'entreprises mais qui n'ont pas forcément les ressources en leur sein parce que les teinturiers sont des teinturiers en synthétique, et que même si on fait le même métier, c'est-à-dire qu'on pose de la couleur sur une fibre, la façon de travailler, les protocoles sont complètement différents. Donc voilà. Mais ça se fait très bien. Ça se fait très bien en fait. Il n'y a aucun problème à industrialiser la pratique. Je trouve que ça doit rester mesuré parce qu'on continue de travailler avec du vivant. Ça doit rester mesuré. Et cette question d'industrialisation de la teinture végétale revient en effet tout le temps. Mais qu'est-ce que les gens attendent derrière cette question-là, en fait? J'aimerais qu'ils questionnent avant leur utilisation de leur textile, en fait. Quand j'entends qu'un vêtement acheté est porté en moyenne une fois et demie, ou il y a un truc comme ça qui est complètement hallucinant. Mais alors, et qui sont parfois les mêmes personnes qui vous posent ces questions-là, ça me laisse un peu perplexe, parce que commencez déjà de consommer les vêtements que vous avez aujourd'hui autrement, en choisissant déjà des textiles de qualité, en ayant beaucoup moins, en ayant du second main qui sont qui durent dans le temps, qui sont mettables pendant des dizaines d'années, qui sont réparables, qui sont voilà, il y a tout un écosystème à réfléchir. La teinture végétale en fait partie, bien évidemment, parce qu'on peut reteindre des vêtements, même si ça peut être un peu délicat, parce qu'il peut y avoir des taches qui ressortent, etc. Mais on peut, c'est tout un ensemble qu'il faut repenser. Mais ça, c'est pas nouveau, hein, ce truc c'est tout le système qu'il faut changer, hein. On rebat les cartes, hein, mais non, moi, l'idée, c'était pas de dire il faut tout changer. Moi, l'idée, c'était de me dire, bien sûr que l'essor ou le retour à la teinture végétale ne se fera pas sans une conscience du consommateur sur les quantités de textiles qu'il utilise. Ça, on est toutes les deux d'accord. On est aussi toutes les deux d'accord que on ne pourra pas dédier des terres arables que à la production de plantes tinctoriales. C'est sûr que non, faut combiner avec tous les besoins qu'on a. Mais ma question, c'était plutôt, moi, je viens de la distribution, plutôt dans l'alimentaire, mais je me dis, par exemple, je me mets à la place d'une petite entreprise textile qui aimerait lancer une collection capsule sur un type de produit. J'en sais rien, on va parler des culottes, petit produit qui peut être en 100% coton, qui peut être en fibre naturelle, etc. Comment cette industrie textile, elle rencontre, comment le lien se fait avec les teinturières végétales qui sont pour moi des artisanes avec une petite capacité de production. J'ai l'impression que ces artisanes et artisans ne sont pas forcément fédérés, et je me dis, par exemple, je veux me lancer dans des culottes avec une quantité, j'en sais rien, de 500 culottes, voilà. Vers qui je m'adresse et comment l'entreprise textile trouve réponse à son souhait, si ce n'est que de passer par plusieurs teinturières ou teinturiers. C'est ça plutôt ma question, c'est de me dire, est-ce que, et je suis d'accord, je vais changer la question, c'est pas grande échelle, c'est moyenne échelle, et ça simplifiera la perception du coup de la question. Non mais c'est vrai, c'est important les mots, parce que du coup, et en fait, je voudrais voir, voilà, votre avis, est-ce que c'est fédéré? Est-ce qu'on peut trouver, en tapant sur Internet, j'en sais rien, en Belgique, vu que c'est votre cas, teinturière végétale, capacité de production, à peu près les délais, à peu près... j'ai l'impression que cette étape-là n'est pas encore
Non, non, l'étape avancée. c'est après, il y a aucune, c'est rare que les teinturiers à façon directement sur. Alors je parle même en synthétique, hein, que les teinturiers à façon vous disent sur leur site internet ces temps et ces temps de délai, etc. C'est relativement rare. Ça passe par des discussions, des prises de contact et des choses comme ça. Mais là, typiquement, moi je travaille pour le studio Marie-Ève Nardou, qui est une tisserande qui travaille pour qui a un champ d'action autour de l'ameublement plutôt, avec des valeurs de travailler avec de la laine locale, des ressources les plus à plus courte échelle possible, etc. J'ai beaucoup échantillonné pour elle. Voilà, à partir de l'année prochaine, on sera sûrement sur des volumes qui seront bien plus élevés. Et dans ce cas-là, moi, je collabore avec une filature pour louer, si vous voulez, leur barque, éventuellement, pour pouvoir faire des productions qui sont plus grandes. Parce qu'aujourd'hui, dans mon atelier, c'est pas possible. Mais les choses, elles se font avec, en se parlant entre différents interlocuteurs et en appelant aussi différentes compétences. Parce que, voilà, on n'a pas les mêmes. Voilà, c'est vraiment il faut fédérer les compétences, en fait, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe, en général. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la chaîne de valeur complète et qu'en fait, il y a tous les interlocuteurs à interviewer, que ce soit même les producteurs de fibres naturelles, parce que sans fibres naturelles, il n'y a pas de couleur végétale, et sans tout le travail sur le textile, pareil, il n'y a pas de. Donc on est complètement d'accord. Oui, du coup, est-ce qu'il y a un manque de fédération des teinturiers, on va dire des teinturiers à façon? Oui. Par rapport à des entreprises qui sont reconnues, est-ce qu'il manque pas quelque chose? Si, probablement, dans le sens où ça reste on est tous un peu des indépendants qui travaillons dans notre coin et on n'est pas fédérés aussi parce que alors on se connaît quasiment tous ou au moins de nom, on s'est pas tous rencontrés évidemment, mais ça reste un relatif petit milieu. Même si on est nombreux, ça reste un relatif petit milieu. Mais on travaille un peu tous dans notre coin. Après, c'est des amitiés qui font qu'on échange plus avec les uns qu'avec les autres. C'est un métier qui est encore pas forcément très reconnu. Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes teinturier, alors en tout cas, moi, les deux réponses qu'on me fait, c'est que soit on pense que je suis coiffeuse spécialiste dans les teintures de cheveux, ou que je tiens un pressing. Teinturier. D'où l'importance de communiquer sur le sujet de la teinture végétale. Bien sûr. Et de la teinture même en général, je dirais, parce que le mot teinturier ne résonne plus du tout, en fait. Il y a une vraie déconnexion des métiers qui sont avant le produit que les gens ont dans leurs mains, en fait. On a oublié, on a largement rabâché que les gamins ne savaient plus que le lait venait de la vache, enfin des choses comme ça. Mais on n'est pas bien, enfin, c'est un peu rabattu comme idée, mais on n'est pas bien loin de ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a réveillé les gens il y a quelques années par rapport au textile? C'est l'effondrement du Rana Plaza. Voilà, enfin, tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens à l'autre bout du monde qui crevaient la dalle et qu'on payait à peine pour fabriquer les fringues un peu merdiques qu'on leur mettait sur le dos et qu'ils achetaient 3 francs 6 sous dans la rue commerçante de leur ville. Mais il y a une réelle déconnexion, en fait, avec ces métiers-là. Et je reviens donc quand même au sujet, mais sur cette histoire d'être fédéré, c'est que ça viendra peut-être et ça serait bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous indépendants avec des axes aussi qui sont différents. C'est-à-dire que vous avez des teinturiers qui vont avoir un profil, c'est-à-dire qu'ils vont travailler plutôt pour leurs propres produits, donc qui vont teindre uniquement pour leur production d'accessoires, de vêtements, peu importe. Vous avez des teinturiers comme moi qui sont à façon, qui proposent pas de produits mais qui proposent un service uniquement. Vous avez ceux qui travaillent dans le milieu des arts vivants, vous avez ceux qui sont plutôt dans la formation. Dans le milieu des arts vivants, vous entendez quoi? Pour le spectacle, pour le milieu du spectacle. Ah d'accord, les costumes, le cinéma, ouais d'accord, ok. Il y en a qui vont plutôt être dans la formation finalement, qui vont pas tant produire que ça, mais être surtout dans la formation. Il y en a qui font un petit peu de tout ça aussi. Et donc, c'est très varié, en fait. Il y a des profils qui sont très variés. Et puis, il y a, aujourd'hui, alors,
on en parlera peut-être plus tard, mais il y a pas de, il y avait pas, parce que maintenant c'est plus le cas en fait. Je vais parler au passé, mais de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux formations qui existent, c'est le Greta et l'ENAMA qui proposent des formations qui sont certifiantes, mais à part ça, et ça reste, je dirais, privé. C'est-à-dire que c'est pas accessible et il y a peu de candidats. J'ai regardé. Voilà. Et puis c'est pas dans les écoles, c'est pas quelque chose qui s'enseigne. Après, c'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose qui se pratique, voilà. C'est-à-dire que on est teinturier avec l'expérience, on n'est pas teinturier en ayant fait 2 week-ends de stage à Outsiplou. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est une question de pratique qui est quotidienne, de travail, de recherche, etc. Et même quand j'ai travaillé dans une manufacture pour un projet en couleur végétale, et il y avait avec 2 teinturiers qui eux ont une pratique de teinture synthétique. L'un avait 30 ans de métier et l'autre, ça faisait 5 ans qu'il était là, et il me disait je me sens pas tout à fait formé. Et oui, parce que c'est pas pour rien qu'il y avait un système avec des apprentis, avec des gens qu'on forme sur du très long terme. Sur le long terme. Bien sûr. On a eu du coup, vu que l'épisode avec vous sortira après, Isabelle Rodier des Arts décoratifs de Paris, qui est donc professeure là-bas, qui expliquait qu'en fait le passage sur la formation à la teinture végétale était dès l'entrée, n'était pas très long, et elle exprimait son regret qu'il n'y ait pas plus de pratique, mais en tout cas depuis quelques années ça devient une clé d'entrée. C'est super. Obligatoire. Mais c'est super. Et voilà, et c'est ce que j'allais dire, c'est super. Bien sûr. Et l'idée là, c'est avec cette histoire de podcast, finalement, c'est que ce que j'aimerais, c'est les jeunes qui écoutent, il y en a plein qui se lancent sur les réseaux sociaux, on voit que ça, etc. Par contre, je suis très heureuse que vous ayez rappelé les 2 formations certifiantes. Je vais faire un épisode spécifique aux écoles qui abordent cette formation, parce qu'en fait, je me dis, il y a, à force de le dire, à force d'en parler, je pense que ça peut recréer des vocations, et c'est un métier qui est hyper gratifiant que le métier de teinturier végétal, parce que après, il y a la relation avec la couleur et complètement. Et souvent dans ces 2 formations, il y a aussi des étudiants qui sortent de cursus textile et qui ont approché de façon plus ou moins proche la couleur végétale, de façon plus ou moins prégnante. Moi, j'enseigne à la Cambre où on donne des workshops de couleur végétale, mais ça reste trop petit, trop court toujours en fait. Et il faudrait que ce soit presque qu'on aborde la couleur et pas uniquement sous l'angle de la couleur végétale, hein. C'est une porte d'entrée, mais il y en a d'autres, mais d'une façon beaucoup plus régulière. Mais ça vient. Moi, quand j'étais étudiante, j'avais 2 jours sur les 50 cursus. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Ça a été multiplié, donc les choses avancent. Évidemment, c'est évident que pour des professionnels ou des futurs professionnels qui veulent se former correctement, en tout cas avoir des bases qui sont je dirais justes, précises, qui sont pas les recettes galvaudées sur les différents blogs et comptes de réseaux sociaux, tout va. C'est la solution, Greta et l'ENAMAC, bien sûr, ouais. C'est la solution. Mais c'est un engagement, c'est un investissement, c'est tout ça. Mais c'est précieux surtout parce que c'est aussi garantir une rigueur professionnelle. Un savoir-faire, bien sûr, ouais. Et que la couleur végétale, c'est pas de la magie, c'est pas une couleur, ça appelle des compétences qui sont en plus très diverses. Ça appelle évidemment des compétences sur la connaissance de la fibre en fait, parce que on doit savoir comment une fibre réagit. Voilà, ça appelle des compétences et des connaissances en chimie, parce que ça reste de la chimie verte. Mais il y a beaucoup de chimie. Et si on ne comprend pas ce qu'on fait, on peut pas être, j'allais dire créatif, mais c'est pas tout à fait juste.
on peut pas si on comprend pas ce qu'on fait, si on comprend pas qu'est-ce qui fonctionne avec qui, pourquoi ce colorant s'accroche sur tel protocole de mordançage, pourquoi il y a un moment donné, c'est un peu la même chose que quelqu'un qui est en capacité de suivre parfaitement une recette de cuisine, mais qui comprend pas très bien pourquoi il faut mettre de l'ail à ce moment-là, et voilà, et voilà, ça rend libre en fait de savoir. Ouais. Puis ça On sait ce qu'on fait, Et oui, mais ça rend libre en fait la connaissance. Après, ça ouvre des millions de portes. C'est ça le truc, c'est que plus on en sait, moins on en sait. C'est l'avantage d'être une pratique qui rend particulièrement humble, parce que on n'a pas inventé le fil à couper de beurre, aucun de nous aujourd'hui. On est des passeurs en fait. On utilise des protocoles qui sont ancestraux. On réinvente rien. On réutilise des principes en fait, et ça doit perdurer en fait, et la formation est indispensable pour ça. Moi j'accueille beaucoup de stagiaires, mais des stagiaires sur du long terme, sur plusieurs mois, parce que on n'apprend pas en un week-end ou en quelques jours. Ça donne juste une porte ouverte, et il n'y a pas une recette universelle, même pas deux. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de façons de pratiquer en fait, et de mettre en place différentes recettes, protocoles. C'est sans fin. Et donc, plus on comprend les choses, plus ça ouvre de portes, et moins on en sait. Ça rend particulièrement humble. C'est merveilleux. Ok. Alors maintenant, Charlotte, je vous propose une partie plus question, on va dire plus légère. Quelles sont les personnes inspirantes qui vous ont inspiré dans votre parcours? Évidemment, on peut pas passer à côté des deux noms en tête d'affiche, que sont Michel Garcia et Dominique. Nos deux stars internationales. qui ont une approche qui est différente, mais qui sont extrêmement riches chacun, de ce qu'ils nous apportent et de ce qu'ils transmettent. Et voilà, évidemment, les deux têtes d'affiche. Après, j'ai des personnes qui m'ont accompagnée en fait, qui m'ont formée aussi, et qui m'ont ouvert à certaines choses. Je pense à quelqu'un qui est moins connu, mais qui s'appelle Cornelia Blumli, qui est une Suisse, qui vit en Espagne, chez qui j'ai fait un stage, et c'est chez elle que j'ai appris à teindre en écheveau, parce qu'on teint pas en écheveau comme on teint du métrage, voilà, et qui elle a qui a une gamme d'accessoires tricotés qu'elle teint elle-même, et qui a un travail extrêmement rigoureux sur notamment la recherche de l'unisson, sur des couleurs pleines, des couleurs qui tranchent, enfin voilà, qui a un travail magnifique, et qui a été une personne qui a fait partie de mon parcours, et qui a été importante dans mon parcours. Je pense aussi à Marjorie Salle, qui est une artiste plasticienne, qui travaille aussi beaucoup dans le milieu du spectacle, des patines, de l'ennoblissement notamment, donc teinture évidemment, et qui a un travail d'art contemporain, où elle utilise la couleur végétale, et qui a c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup échanger, pas assez souvent beaucoup, mais voilà, c'est quelqu'un qui a un peu suivi aussi mon avancée dans ce milieu, et qui m'est cher, et avec qui il est toujours très plaisant de converser, et d'échanger, et ça c'est précieux, parce que on avance aussi en se confrontant à d'autres façons de faire, et ça c'est primordial en fait, d'être confronté en fait à d'autres pratiques, à d'autres angles de vue, et de pas rester cloîtré dans son petit atelier, et avec ces réflexes premiers qui reviennent forcément. Est-ce que vous pourriez nous dire quel colorant vous seriez, colorant végétal de préférence, et pourquoi?
Alors, je nourris une obsession depuis quelques années. Je ne serai pas ce colorant, mais je nourris une obsession depuis quelques années pour la cochenille. Ah, donc pas Eh végétal. bien non. Et alors du coup, la cochenille. Eh bien non, pas végétal. J'aime les surprises que les couleurs peuvent offrir et en fait j'aime leur pluralité. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui m'anime, c'est de décortiquer toutes les possibilités d'une ressource colorante en fait. Et la cochenille offre une quantité de possibilités qui est hallucinante. Et puis c'est une ressource qui a une histoire incroyable en fait. On avait le kermesse en Europe qui est tombé, qui a complètement disparu parce qu'il le pauvre il était pas élevable, il était forcément sauvage. Il fallait voilà le ramasser que les grandes découvertes des Européens de l'Amérique centrale, du Sud, découvrent ce colorant qui est plus précieux que de l'or au niveau commercial et qui ramène ça en Europe. Et l'histoire se répète parce que on a essayé de protéger, de dire que la cochenille c'était pas génial et que le kermesse c'était vachement mieux parce que le kermesse c'était local en fait et qu'il fallait aussi préserver de la main d'œuvre qui était occupée à cette ressource. Mais voilà, la cochenille est arrivée, on s'est débrouillé pour l'élever après moult essais, ça a fini par fonctionner voilà aux Canaries, en Espagne. Au niveau historique, c'est incroyable et là en plus il y a pas très longtemps, il y a deux chercheurs, Daniel Trichot-Buty et Gilbert Duty, qui ont écrit un ouvrage sur la cochenille, sur son histoire en fait, l'histoire d'un insecte qui colora le monde et qui est un ouvrage qui est absolument passionnant. En fait, j'aimerais travailler pendant une année complète sur la cochenille. J'aimerais appel à donateur. Non, je rigole. C'est un Merci, il faut, hein. c'est vraiment un colorant que je trouve assez fascinant parce que il offre une gamme de couleurs qui est quand même qui est pas que rose ou que rouge et on peut le tortiller dans plein de sens différents en fait et c'est fascinant. C'est-à-dire Eh ben C'est-à-dire, Charlotte, avec avec des protocoles différents, en modifiant les mordansages, évidemment selon les fibres, on peut avoir du jaune de cochenille sur du coton, ça semble complètement dingue. Oui, bon, c'est pas forcément le chemin le plus malin, mais avec voilà, on peut avoir des gris, on peut avoir des violets, on peut avoir des presque noirs, on peut avoir évidemment toute la gamme de rose, toute une gamme de rouge. Là, je l'ai travaillé avec dans le cadre du projet pour le CNRS avec de l'étain. Alors, toute une affaire, cette histoire d'étain. Oh. Bref, je passe tous les détails et tous les rebondissements, mais j'ai eu des rouges que je n'avais jamais vus avant en fait avec l'étain. Et voilà, c'est quand même un petit insecte qui a un pouvoir dingue. Il est fascinant. Bah voilà, j'ai une petite obsession sur la cochenille qui date d'il y a quelques années maintenant, mais qui m'accompagne régulièrement. Et oui, entre l'obsession et la fascination, je crois. Alors, une avant-dernière question. Quels sont vos projets et vos rêves, vous, Charlotte, pour la suite? Alors, les rêves sont d'agrandir ma capacité de production, clairement, parce que je fais face à une demande qui est croissante. Je vois ça depuis cette bonne dizaine d'années que je suis professionnelle. Il y a vraiment une demande qui est grandissante, ça c'est évident. Et j'arrive un petit peu aux limites de mes capacités de production avec mes deux mains simplement voilà. Donc il y a ces projets là qui sont à plutôt court terme, on va dire,
Et sinon, les projets, il y en a plein en fait. Il y a continué ce travail autour de la Dame à la licorne avec Pauline Claes, la doctorante. Il y a un projet d'une jeune marque de vêtements pour enfants qui est sur Paris pour voilà une première collection qui devrait apparaître nous sommes déjà en 2023, donc je crois pour l'automne 2023. Je travaille Oui, pour d'accord. une personne qui fait des kimonos en soie, sur une soie magnifique. Nadine Marshall avec c'est son projet cacao, sûrement Mhm. visible peut-être au Salon du Chocolat prochainement, à la rentrée Ah, prochaine. génial. Projet avec Marie-Ève Nardou sur sur une plus grosse production de son côté, de ce côté-là. Voilà, il y a plein de projets et aujourd'hui j'ai cette incroyable chance d'avoir des gens et des projets qui viennent à moi et parce qu'en plus je suis pas c'est difficile pour moi la communication, c'est pas quelque chose je crois que je suis juste de la génération qui n'ai pas grandi avec ça. Après, il y en a qui se débrouillent beaucoup mieux que moi, qui ont mon âge. Mais voilà, j'ai cette chance. Il y a une dizaine d'années, c'était comme un doux rêve, en fait, de se dire, tiens, si ça pouvait être une activité principale. Alors, c'est pas tout à fait une activité principale aujourd'hui pour moi, parce que j'enseigne, à côté, mais à côté en même temps, je sais pas, voilà. Mais c'est quand même une réalité aujourd'hui. Je suis teinturière à façon. Et j'ai Mm. des matières magnifiques qui m'arrivent dans les mains, à qui il faut donner une couleur, enfin, avec des plants. Enfin, il y a quelque chose quand même d'assez fou. Et c'est allé très vite, finalement. Donc, j'ai un peu d'espoir pour la suite. Et dernière question, Charlotte, à qui vous passez le micro? Ah, aïe, 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 aïe. Vous me parliez tout à l'heure que Dominique Cardon, vous aviez fait une liste longue comme le bras. Je pourrais vous en faire aussi une liste longue comme le bras. Ben, allez-y, Et allez-y, parce que je vais reparler de Marjorie Salle, qui est, je pense, une très chouette personne à écouter sur sa façon d'aborder les choses. Je pense à Magali Bontou, qui est aussi formatrice chez les NAMAC, mais qui fait un travail. Elle est très discrète, mais elle fait un travail magnifique, extrêmement précis et elle a une gamme de produits qu'elle fait elle-même et puis elle travaille aussi à façon et elle forme. Et c'est quelqu'un vraiment de très intéressant à écouter, je trouve. Je pense à Frédéric Boyer aussi, paysan des couleurs, qui est quelqu'un qui a une authenticité et qui est voilà, qui a une vraie, qui est vraie, ouais, surtout en fait, et qui a une façon d'aborder les choses qui est extrêmement agréable à entendre, je trouve. Je pense à quelqu'un qui m'a accompagné, pas accompagné, mais qui était présent aussi sur les salons quand j'ai commencé ma marque de fil à tricoter, qui est Andy Loïc, qui est à la marque Renaissance Dyeing, qui propose du fil à broder, notamment en laine, en teinture végétale, qui propose une gamme de tons exceptionnelle. Et qui fait pas partie de cette nouvelle génération qui se dit oh, la teinture végétale, ouh, mais ça fait 20 ans qu'elle teint et qu'elle propose ça et c'est vraiment une très chouette personne aussi. Et je pense aussi à ma comparse bruxelloise. Sylvie le chat qui a eu une pratique de teinture on va dire intermittente qui est pas une teinturière en tant que telle mais qui a une pratique mais qui surtout est surtout une passionnée d'histoire de la teinture végétale et qui lit énormément et qui est passionnée par voilà et qui vient d'achever un livre qui sera peut-être jamais édité, on ne sait pas ça, mais sur l'histoire de la couleur végétale à Bruxelles et en Belgique, tout à Bruxelles, et qui est remonté à la dernière garancière,
qui date d'il y a pas si longtemps, je crois c'est 1930, un truc comme ça, ou peut-être même plus récemment, où il y avait encore une manufacture, une teinturerie spécialisée en Garance. Voilà, on a les Flandres, il y a une histoire quand même qui est très liée à la tapisserie, au drap de laine, comme dans d'autres régions, mais et voilà, c'est très fort ici et qui est un peu allé à la recherche de toutes ces histoires et de cette histoire et qui croise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça croise les événements économiques, les événements politiques, les dictats, les modes de certaines époques, et c'est passionnant. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup échanger parce qu'elle a un regard toujours très très éclairé, je trouve. Voilà. Mais je pourrais vous faire des listes, c'est pas possible. Mais Charlotte, franchement, n'hésitez pas à vous poser et me faire. Même, vous avez parlé d'un truc intéressant pour moi, c'est le contact d'un teinturier synthétique. J'aimerais avoir quelqu'un. Ben oui, je peux. De l'autre côté, en fait. Oui, bien sûr, je peux. Ça en donner top. Et Sylvie Lechaude. Je fais pas partie de ces personnes qui considèrent que la teinture synthétique est le contraire de la teinture végétale. Je pense qu'il faut aujourd'hui, vu la production, la société dans laquelle on vit, je pense qu'il y a des solutions des deux côtés et qu'on peut faire les choses correctement et de façon raisonnée, de toute façon, parce que l'excès n'est bon ni d'un côté ni de l'autre, de toute façon. Et ça, je trouve ça très important de le souligner, qu'on doit pas être en opposition, mais qu'il y a des projets qui sont faits pour de la couleur végétale, qui sont tout à fait destinés à ça, mais d'autres qui doivent rester en teinture synthétique parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens en fait de le faire en végétal de par le volume, de par plein de choses en fait. Et voilà, je trouve que c'est vraiment important de pas opposer les deux. Donc justement, moi qui ai fait un peu l'erreur peut-être, j'aimerais avoir du coup cet œil côté synthétique. Si vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous n'avez pas dit ou un message. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est de ne jamais oublier ce qui nous a précédés et qu'il y a des textes, qu'il y a énormément de littérature, qu'aujourd'hui il y a des chercheurs qui écrivent, qui analysent, qui essayent de comprendre. On est aujourd'hui, on a accès à de l'information autant qu'on en veut. La couleur végétale, c'est une pratique d'expérience, mais de connaissance, et il est hyper important de travailler en fait et de chercher à comprendre et de lire en fait, parce que il y a quand même une littérature incroyable sur les pratiques de la couleur végétale à travers le temps, et qu'il faut pas s'arrêter à quelques expérimentations ou quelques résultats rapidement obtenus, que c'est vraiment une pratique qui est sur du long terme, et qu'on n'a pas la science infuse, mais qu'on apprend tous les jours en fait. Et ça c'est assez incroyable en fait. On apprend tous les jours. Alors, allez, peut-être pas tous les jours, peut-être au moins toutes les semaines, mais quand on pratique régulièrement en tout cas. Mais ça c'est extrêmement réjouissant comme pratique, parce que on est des passeurs en fait, et ça je trouve c'est hyper important de bien avoir ça en tête. On est dans le suivi de quelque chose, je dirais. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!